fable. L'élégiaque et le contemplatif s'opposent à l'épique, mais sans sortir de ce vaste domaine épique qui enferme tous les genres de la poésie sous l'idée d'un mouvement entraînant et sans répit qui nous détourne d'examiner, de douter, de dire non. Toute poésie est donc nourrie de foi, et par la foi l'homme veut s'élever et s'élève en effet, soit qu'il agisse, soit qu'il contemple, soit qu'il se fasse un objet de ses douleurs les plus hautes, refusant de fuir et de se cacher à la manière des bêtes, comme aussi de raccourcir sa perception à la mesure de ses besoins, et de renfermer ses plaisirs et ses peines dans les frontières de son corps. Toute poésie est ainsi pensée, et au fond voulue, guerre, amour ou religion, à tout risque. Or, la forte affirmation de l'épique, la foi agissante de l'épique apporte avec elle, du fond des âges, la négation de cette poésie mère, et d'avance la négation des autres, qui est l'apologue, la fable. Et c'est la première prose, essentiellement prose, comme le sens populaire du mot le fait énergiquement entendre. Et il est à propos de traiter ici de cette prose mère qui suit la poésie mère comme son ombre, et comme Sancho suit Don Quichotte. Il est commun que, hors de l'action et du mouvement épique qui la réveille, et surtout quand la faim et la fatigue font sentir la nature animale, l'épique soit niée énergiquement par le héros lui-même, et que la vie soit jugée alors comme elle serait sans cette fureur de vouloir. Mais ce n'est qu'un discours mêlé et contraire à lui-même par des sursauts d'homme, car l'homme ne peut avouer son autre nature, sinon par cette puissante fiction si naturelle, aussi ancienne que les hommes, et qui fait parler les bêtes. Par là, l'injure étant épargnée aux dieux fiers, toute hypocrisie est écartée, et même le comique, qui sauve encore la bassesse par le ridicule. Ainsi se présente, sous le masque des bêtes, cette forte morale qui nie toute mystique et toute morale. Ésope est l'Homère de cette prose essentielle, et comme l'idée épique est que le vouloir peut tout, l'idée prosaïque est que la force règle tout sans aucune vaine cérémonie. Il faut comprendre que cette idée est presque impossible à traduire sans hypocrisie dans le monde humain, puisqu'à peine en saisit-on le premier éclair dans la rude doctrine de Hobbès, toujours atténuée depuis. Mais l'animal l'exprime à nu dans ses moindres actions, par cette raison cartésienne que l'animal ne pense point du tout. Et c'est bien cette pensée sans pensée que la fiction des fables remonte au niveau de l'homme, mettant en forme ce que le corps voudrait dire. Cette rude idée, bonne à tous et vraie dans sa pureté, est fausse seulement par le mélange. C'est pourquoi cette comédie animale est bonne et saine à penser comme objet et sans commentaire. Toute explication de l'immortel dialogue entre le loup et l'agneau périt par ce mélange des pensées humaines, soit qu'on repousse le cynisme, soit qu'on l'accepte, soit qu'on le mesure. Le chien n'est pas cynique, il est chien. Par cette présentation de l'idée en objet, sans aucun concept, la fable est esthétique. Il a appartenu au génie complet de La Fontaine de n'altérer en rien ses fortes traditions, et ce succès unique en ce genre, parmi les modernes, est une bonne leçon pour les artistes qui voudraient confondre les genres. C'est par cette attention au modèle que le fabuliste a incorporé à l'antique sagesse, sans l'affaiblir, deux pensées d'hommes qui vont droit contre la fureur épique, le mépris du système romain et le culte de l'amitié, sans compter que la forme versifiée nie encore mieux l'épique par ce mouvement rompu, familier depuis à notre prose, mais qu'aucun rimeur n'a jamais retrouvé. Jamais l'apologue n'a nié l'épique aussi intimement, ni de si près. De l'éloquence et de l'acoustique. Tout ce qu'il y a de neuf qui analyse, qui pénètre, qui étonne et choque d'abord, est exclu de l'éloquence. Ceux qui n'accorderaient pas cela n'ont pas pensé que l'éloquence, de même que la poésie, doit être objet d'oreille, non Dieu, et pour une multitude, et le plaisir d'entendre distinctement ce qui est dit, et de savoir que beaucoup d'autres l'entendent d'eux-mêmes, en même temps, et tout le plaisir que peut donner l'éloquence, ce n'est pas peu, car cet accord directement perçu fortifie la foi et l'espérance, et rend à des idées trop connues la force qu'elles n'avaient plus. On ne dit rien qui vaille lorsque l'on remarque que les thèmes de l'éloquence sont ordinaires, car le concert et l'enthousiasme, une foule n'ont rien d'ordinaire. Il faut voir à quel degré de faiblesse, de puérilité et de niaiserie descend une foule par le libre jeu des imaginations lorsque l'orateur se fait attendre. À vrai dire,
c'est leur propre pensée qu'ils attendent à l'église, aux assemblées politiques et même au prétoire. On voit que la poésie est une éloquence mieux préparée. Le langage de l'orateur est donc plus libre, moins serré, moins assujetti que celui du poète aux conditions qui font une œuvre durable. Mais un discours peut mériter aussi d'être dit plusieurs fois, comme un poème. Les conditions matérielles y font beaucoup. Cette voix étranglée, qui est l'effet naturel des passions, ne peut se faire entendre dans une foule. Et bien mieux, la puissance qu'il faut ici montrer, et sans le secours du rythme poétique, conduit toujours à délivrer les muscles de la poitrine et du larynx, ce qui fait que le véritable orateur a naturellement de la noblesse et se trouve placé par gymnastique dans l'attitude d'un homme qui est bien au-dessus du succès et qui n'attend plus rien des hommes. Par les mêmes causes, l'éloquence est naturellement sérieuse, ou bien elle tourne à un genre de comique sans âcreté. La nécessité d'être entendu de tous exclut aussi les mots rares et les constructions peu claires. Enfin, le souffle de l'orateur, s'il cherche le meilleur rendement, ce qui est pour lui le métier, exige un courant régulier, avec des pauses convenables. C'est une grande faute aussi de rechercher les finesses d'intonation. Ces nuances défigurent les mots, et l'esprit risque de ne pas franchir le troisième rang des auditeurs. Or, il n'est rien de plus froid que si les uns rient, tandis que d'autres demandent pourquoi. Ainsi, l'orateur en vient-il toujours à une récitation assez monotone, dont il varie seulement le ton pour ménager sa voix, en imitant ici le ton naturel des conversations, mais simplifié et mis en forme. Cela ajoute encore à la clarté, puisque les incidentes, les remarques, les interrogations ayant chacune leur ton et pour ainsi dire leur musique, les conclusions se trouvent annoncées et attendues. Or, l'oreille devine merveilleusement si elle est préparée, ce que fait si bien la poésie en dessinant d'avance la place de chaque mot. L'éloquence le fait par sa mélopée, choisie par l'orateur selon ses moyens et d'après ses modèles. Cet art de faire de la place d'avance pour les mots essentiels est sans doute le grand secret de l'orateur. La foule qui attend parle alors à l'orateur par tous ses visages et lui communique la confiance en lui-même, mais il ne peut la prévoir si exercé et accoutumé qu'il soit, aussi même les plus puissants doutent de même au commencement. Ainsi, l'exorde est principalement un essai de la voix et des périodes en vue de disposer de l'auditoire comme il faut, non point en idée, mais plutôt en attitude. Des passions et de l'éloquence. Il y a bien une éloquence des passions, mais sans art et sans mesure, qui émeut par contagion, mais qui ne persuade guère, si ce n'est dans le cas où les passions se répondent, comme dans l'amour, la haine ou le défi. Hormis ces cas-là, il n'y a rien de plus froid et même de plus choquant qu'un homme passionné. Je dis pour l'observateur ordinaire, la foule est moins aisément entraînée par une femme qui pleure que par un tribun qui déclame. Il est clair que si l'orateur pleure réellement, on n'attendra plus ce qu'il dit. Il faut donc que l'orateur soit comédien, c'est-à-dire qu'il invente une mimique des passions, d'autant plus puissante toujours qu'elle est mieux réglée et qu'elle prête mieux à l'enthousiasme, à la haine, à la fureur, à l'accent de la raison impartiale. Il y a ainsi une pudeur dans la vraie éloquence, comme il y a d'impudents déclamateurs. Il le faut bien, car les passions parlent vite et confusément, et bientôt crient. De plus, une passion qui va croissant à quelque chose de honteux, surtout devant une assemblée. Et l'on craint alors le pire. Le scandale naît principalement de passions exposées au grand jour. Aussi, le vrai orateur ne se laisse-t-il entraîner que lorsqu'il a bien assuré sa voix et marqué la fin de sa période. Ce genre d'étude calme les passions, surtout dans l'éloquence politique où l'orateur doit réellement se vaincre lui-même s'il veut seulement se faire entendre. Une passion ne peut jamais s'exprimer et se définir que par une lutte et une espèce de victoire sur soi, car elles vont naturellement aux convulsions et aux cris. Il faut donc dire que l'éloquence et la comédie naturelle purifient un peu les passions et en même temps les tirent du chaos, toujours d'après les modèles pris aux orateurs fameux, ou bien aux acteurs. Mais peut-être l'orateur, par plus de force et d'étude, arrive-t-il à des passions qui lui sont propres, parmi lesquelles on pourrait citer l'indignation, l'ironie et le mépris. Il faudrait dire alors que tous ceux qui éprouvent ces sentiments sont un peu orateurs en cela. Toujours est-il que c'est une nécessité pour l'orateur de ne point se livrer à la colère, mais de la conduire au contraire et ainsi de se mettre hors de cause par un mouvement du corps aussi bien expressif et propre à rassurer l'auditoire. L'indignation est donc une colère réglée, où il est clair que l'homme ne veut pas penser à lui-même.
ni au tort qui lui est fait, mais plutôt à la colère d'un témoin impartial, si l'on peut dire. De là résultent ces beaux mouvements où l'on fait comparaître les ancêtres et illustres. L'ironie est une autre transposition de sa colère. Il vient de ce que nous pouvons arriver à s'oublier tout à fait soi-même. On parvient du moins à se vaincre par un commencement de sourire. Et il faut remarquer que dans ces passages difficiles, le ton est plus soutenu que jamais et l'expression toujours choisie est modérée. J'en jure par ceux qui sont morts à Marathon. Peut-être Démosthène sut-il baisser le ton pour ce célèbre mouvement. Disons aussi que dans l'ironie, l'esprit n'est que l'exactitude rigoureuse et la simplicité des mots. Et l'on appelle très bien esprit cette vue claire et analytique des choses, qui signifie que la passion est dominée. Le mépris est déjà dans l'indignation et dans l'ironie. Il consiste toujours à ne pas dire ce que l'on attendrait de la passion toute seule. Et il n'y a point d'éloquence passionnée sans un mépris non joué. Car l'oubli des petites choses est de métier pour l'orateur, comme la touche pour le peintre, et c'est pourquoi on peut se risquer à dire que c'est l'éloquence qui a appris aux hommes toutes les passions nobles. Effet d'acoustique ou de phonétique, comme on voudra si l'on remonte aux causes. De l'art de persuader, la persuasion par l'effet des passions de l'orateur n'est pas si commune que l'on croit, et surtout elle n'est pas durable si l'action ne suit point, car l'auditeur revient vite au calme, et quand il le voudrait, il ne retrouve point aisément l'état d'inspiration où il a été jeté par une belle comédie oratoire. Il faut répéter ici que les passions ne sont point durables, mais retombent aux simples émotions si quelque jugement de belle apparence ne conduit pas à les cultiver. Par exemple, la passion politique se réduirait à des mouvements d'humeur sans mesure, informes et assez ridicules. La fonction principale de l'éloquence est d'élever ces passions jusqu'à une espèce de pensée, et enfin à leur donner formule et vêtements. Voilà pourquoi l'auditeur cherche l'orateur. Il cherche dans un discours ses propres préjugés et ses propres invectives, mais composées selon une apparence de raison. C'est par là que l'éloquence est un art, car autant qu'elle instruit et éclaire, elle est science. Il est donc vrai de dire que l'éloquence éveille et fortifie les passions et persuade par là, mais il faut l'entendre bien. La persuasion est un passage de la passion informe à l'opinion passionnée. Il s'en faut bien que l'orateur ait pour fin de déraisonner encore plus que l'auditoire. Au contraire, modérant et purifiant les passions par la voix et le geste, comme il a été dit, il s'étudie encore à enchaîner ses preuves. Sa voix bien posée le laisse entendre déjà. C'est pourquoi les divisions, les réfutations, les résumés plaisent toujours. C'est donner la forme humaine à ce qui serait trop animal. Et l'art oratoire va plus loin. Par la comédie des passions, par cette puissance même qui les repousse sans les laisser jamais oublier, l'union est faite entre le haut et le bas, et l'absolution est donnée aux violences anarchiques. Platon peint cela au vif lorsqu'il représente la pensée prisonnière et travaillant pour les désirs. C'est pourquoi la comparaison qu'il essaie entre la rhétorique et la cuisine n'est pas sans profondeur. En toute matière politique, religion ou droit, l'éloquence apprend aux passions le beau langage, de façon à faire oublier un moment la haine, la tristesse et la revendication. L'orateur est donc comme une statue animée, image embellie de nos passions. Cette réconciliation avec soi laisse chacun plus fort, plus magistral, plus affirmatif. Ce mouvement est celui d'un homme persuadé, on pourrait dire d'un homme qui pense près de ses passions. Au reste, il est assez clair que tout homme passionné, s'il n'est pas fou, se harangue toujours lui-même un peu. L'orateur est toujours plus libre, plus séparé, mieux porté par son rôle. Seulement, il faut bien voir où est le difficile de son art, non pas où il veut nous faire croire qu'il est, car son jeu est de chercher des raisons afin d'écraser les passions, mais ce n'est qu'apparence. Tout orateur est plein de ruses. Il ne craint point de résumer avec force les objections d'un adversaire réel ou supposé. Le ton rassure déjà et les paroles passent. Ainsi, l'auditoire vogue avec ce bon pilote vers la conclusion désirée. Ce qui tient lieu ici de raison, c'est cette apparence raisonnable que conserve toujours l'orateur et même malgré lui. Il ne faut pas conclure de là que l'orateur n'est point le maître de la foule, mais qu'au contraire il la suit, car la foule qui attend ne sait pas ce qu'elle pense, tout s'y contrarie par la confusion des ripostes et des exclamations, par le mauvais emploi des mots, par la méprise qui vient du mauvais ton et de la fatigue. Tout l'art de l'orateur politique est d'orienter ses passions tâtonnantes. Chacun se dit en sortant de là, voilà bien ce que je pensais. On voit par là que dans tout progrès en raison, il y a toujours un peu de persuasion
qui monte vers la pensée comme un applaudissement, car il ne peut point que l'homme n'ait pas de passion, et que l'âme en travail ne se retrouve pas dans le vrai. Le difficile est de ne pas prendre la récompense comme une preuve, et c'est à quoi la vraie prose s'applique, sans pouvoir jamais se délivrer tout à fait de l'éloquence. Des genres d'éloquence. Les genres de l'éloquence ressemblent aux genres de la poésie, avec cette différence que dans tous les genres, la poésie se passe mieux du cérémonial et garde ainsi mieux son prix hors des circonstances. En revanche, le cérémonial strict des tribunaux permet à l'éloquence de descendre aux petites choses, d'où le genre du judiciaire qui plaît par les mouvements généreux et impartiaux qui anoblissent les revendications. Les intérêts et les passions sont relevés par les arguments et le ton, et l'avocat n'a certain point de peine à modérer ses passions. Il faut remarquer que dans les procès civils, tout au moins le magistrat jugerait aussi bien sur pièce l'éloquence des avocats, mais que pour le public et surtout pour les plaideurs, car toute revendication veut prendre la forme du droit, c'est l'excuse du plaideur. Aussi semble-t-il toujours que les parties disputent dans l'intérêt de tous. Au reste, et quand il n'y a point d'une apparence de droit des deux côtés, il n'y a point de procès possible. Aussi le public et même les plaideurs veulent-ils que la cause soit ainsi éclairée et des deux côtés, car le plaideur veut avoir raison, ce qui suppose que les raisons de l'autre soient aussi examinées. Mais le vrai artiste dépasse encore l'attente, non point du tout par l'effort passionné si aisément ridicule, mais tout au contraire par une sécurité minimée et par une sorte de renoncement qui le renvoie au rang de l'arbitre et lui donne déjà le ton de la sentence. La présence du juge qui cherche une sentence bien faite, le respect qui lui est dû, le bon ordre de l'audience et l'intérêt aussi du client, sans compter les toges que tout lui porte. Mais il faut aussi ce mouvement artiste qui donne corps et solidité aux folies de la passion disputeuse. Ce mouvement produit plus d'effets dans les pays animés par le soleil, où les causes sont discutées 100 fois dans les lieux publics avant d'arriver au prétoire. On comprend que ces improvisations sans ordre, où un argument fait oublier l'autre, sans que personne puisse jamais saisir et surtout contempler sa propre pensée, donne un furieux désir de faire silence et d'écouter. L'orateur s'avance alors comme un dompteur de monstres, et ces monstres sont nos pensées, mais le plaideur est encore plus douloureusement mordu par ses informes pensées. Aussi dans la passion du plaideur, il entre ce besoin de voir une fois sa cause avec toute l'apparence de la justice. Et c'est beaucoup pour ce spectacle qui paie l'acteur. À partir de l'éloquence plaideuse, l'épique et l'élégiaque s'élèvent aisément car elles considèrent des événements passés et irréparables, mais la première console les soulève par l'action. La seconde console et allège par un ton soutenu et des mouvements réglés qui donnent comme le modèle du chagrin décent. Pour la contemplative ou religieuse, elle se distingue de l'élégiaque en ce que l'esprit y tire de ses peines et misères par la considération d'un ordre majestueux. Autant que cette idée est fondée en raison. Cette éloquence est science. Elle est un art autant qu'elle joint à ses fortes leçons l'exemple du ton, de l'attitude et du geste. Il faut convenir qu'un sermon bien composé et dans le recueillement exigé par la cérémonie apporte par lui-même une solution. Et le raisonnement sert surtout à montrer qu'un homme peut conduire sa pensée au-dessus des problèmes les plus émouvants. Ainsi on comprend pourquoi le croyant, qui est si facile sur l'épreuve, veut pourtant des preuves. À dire vrai, l'argumentation est elle-même proprement oratoire, et les divisions aussi, non point tant contre l'adversaire que contre les mouvements désordonnés du cœur, les sanglots et les convulsions. On pourrait presque dire que la marche du raisonnement remplace ici le rythme poétique. Les sophistes, en Platon, font bien voir cette parenté, à première vue scandaleuse, entre le raisonnement et les symétries et assonances, et les comparaisons si naturelles dans ce genre d'éloquence jouent à peu près le même rôle par ces développements réglés, selon la chose, et qui nous préparent à régler aussi nos tremblantes pensées. On voit assez d'après cela ce qu'il faut entendre par le style poétique. Il y a une manière de construire et de conduire les phrases, même dans la prose écrite, qui met le corps en jeu et qui alourdit l'assentiment. La vraie prose se défie toujours de ces mouvements prophétiques qui usurpent sur le jugement. Elle y remédie par des cadences rompues et des traits imprévisibles, comme nous verrons.